Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Tiengaldo. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, cette semaine, hein, il y a eu un nouveau massacre à l'est du pays, plus particulièrement à Beni, et au total 24 personnes ont été tuées au cours de ce qui est présenté comme une incursion des rebelles ougandais des ADF. Hein, c'était dans la nuit du vendredi à samedi à Eringeti, localité située à 60 km au nord-est de Beniville. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et selon l'administrateur du territoire de Beni, Amici Kalunda, parmi les victimes se trouvent 9 femmes, 8 enfants, 5 hommes, un militaire FARDC. D'après lui, les victimes ont été tuées à la hache et à la machette. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression d'avoir affaire à du déjà vu dans cette partie du pays. Pourquoi est-ce que cela ne change pas? Vous dites bien en affirmant que c'est du déjà vu. C'est parce que c'est une même guerre qui se poursuit depuis plus de 20 ans et là, elle étale sa dimension psychologique. Tuer les Congolais à la hache, à la machette, exposer leurs cadavres devrait conduire à susciter de la peur, de la panique chez les autres compatriotes congolais pour qu'ils ne cherchent pas à s'opposer à ceux qui ont orchestré la guerre de basse intensité contre le Congo. Donc, cette guerre-là, on peut l'attribuer à XY, mais c'est une même guerre de basse intensité menée par les élites anglo-saxonnes et leurs proxys depuis plus de 20 ans. C'est la guerre de l'AFDL au cours de laquelle Museveni, Kagame et les autres ont été des proxys qui se perpétuent. Donc nous sommes en plein dans une guerre perpétuelle pour le contrôle des matières premières stratégiques du Congo, mais aussi pour l'implosion et la balkanisation du Congo de façon que ce pays-là soit émietté, qu'il soit composé de petits morceaux manipulables et corveillables à merci par l'État profond anglo-saxon. Mais pourtant, Kinshasa claironne hein, depuis plusieurs mois que tous les fauteurs des troubles de la partie nord de la province du Nord Kivu, principalement les rebelles ougandais de l'ADF Nalu, avaient été mis en déroute hein, avec l'opération appelée Sukola. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que Kinshasa semble se contenter d'accuser dans cette tragédie. N'y avait-il pas moyen d'agir autrement? Mais Kinshasa, c'est quoi? Kinshasa, c'est une aile de Kigali et de l'Ouganda. Vous savez, au fur et à mesure que cette guerre dure, au fur et à mesure que cette guerre se perpétue, il arrive à plusieurs compatriotes d'en oublier la nature et les véritables commandités. Ce que le livre Guerre et droits de l'homme en République démocratique du Congo appelle les acteurs majeurs. Ah, ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on nous parlait de l'intervention de l'Africom contre la LRA. C'est une guerre de prédation, de basse intensité, qui a plusieurs épisodes, des épisodes qui servent par exemple, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, à créer de la peur pour appeler les pyromanes au secours afin qu'ils deviennent des pompiers. C'est une tactique à laquelle plusieurs compatriotes qui n'ont pas accès aux livres et aux articles publiés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'arrivent pas à maîtriser. Pourquoi? C'est fait exprès. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de courant au Congo.
un pays qui a autant de rivières, qui a un long fleuve à débit imposable, qui a du soleil en permanence. Donc, Kinshasa joue son rôle d'être un pendant du duo Kigali Kampala, même si les jeux sont en train de s'ébrouiller. Peut-être qu'au cours de l'émission, nous pourrons y revenir pour vous dire comment les jeux sont en train de s'ébrouiller avec un Kagame qui a fait dernièrement une intervention au Parlement rwandais, comme il n'en a jamais fait. On le voit triste, sombre. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a de l'électricité dans l'air. En tout cas, la société civile du Nord qui vous parle d'un massacre, hein, des civils planifiés, son vice-président Omar Kavota appelle les gouvernements et la MONUSCO à agir dans l'urgence. Et justement, Martin Kobler s'est trouvé à Goma pour la cérémonie d'hommage aux civils tués mardi à Beni par des hommes armés. Et aucune trace du Raïs Kabila, hein, certainement occupé ailleurs par les courtisans du groupe Kabila Désir. Monsieur Mbelou, comment expliquer cette situation où on voit que c'est pratiquement la MONUSCO, Kobler qui est à l'avant et que Kabila, comme à son habitude, hein, il observe un silence assourdissant. Comme je vous le disais la fois passée, Kobler est là dans son rôle du président effectif du Congo-Kinshasa. Mais ce rôle, comment le joue-t-il? Il le joue en faisant un appel de pied à la société civile congolaise, à ce qui reste encore de classe politique congolaise. Il fait un appel de pied pour que ce qu'il a considéré dernièrement comme étant un engagement de l'Africom puisse devenir effectif. Ce sont des stratégies de guerre de basse intensité très très bien orchestrées. Mais malheureusement, notre classe politique et notre société civile sont contrôlées de l'intérieur par les supplétifs des pyromanes. Donc, personnellement, je ne leur en veux pas. Ils sont limités dans leurs recherches. Ils n'arrivent pas à percevoir que c'est une même guerre qui a plusieurs épisodes et qui dure depuis plus de 20 ans. Et si M. Kobler, en voulant inviter l'Africom à s'associer à la MONUSCO, estime que cela est bien pour pouvoir combattre la LRA, il joue à la brouille des cartes pour donner l'impression aux Congolais que la MONUSCO travaille en sa faveur, alors que la MONUSCO fait partie des pyromanes qui de temps en temps se présentent en pompiers. Et là, je m'excuse, j'estime que plusieurs d'entre nous n'avons pas lu et approfondi à monsieur comme France Fanon quand il critiquait Lumumba qui avait fait appel à l'ONU pour pouvoir mater la sécession kassaïenne et katangaise. Hein? France Fanon dit dans sa critique à Lumumba que le héros national congolais n'avait pas compris que l'ONU fait partie du jeu. Hein? Nous pourrons encore y revenir en parlant du rapport qui vient d'être publié dernièrement à Kinshasa. Mais toute la question reste celle-ci. Comment arriver à se débarrasser une fois pour toutes de cette ONU de façon que le Congo jouisse réellement de sa souveraineté? C'est là la question majeure que plusieurs politiciens congolais n'osent pas poser parce qu'ils sont incapables d'aller au-delà de l'histoire officielle telle qu'elle est en train d'être écrite aujourd'hui par plusieurs pyromanes dans l'ONU.
Très bien, justement, vous parlez du rapport qui a été publié. Nous avons appris que le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Scott Campbell, qui était sous les coups d'une expulsion du territoire congolais, a quitté Kinshasa le samedi 17 octobre. Il était accusé par le gouvernement de Kinshasa d'avoir développé un chapelet de contre-vérités. Ça, c'est Lambert Mende qui a dit cela. Et du refus systématique de prendre en compte les remarques et clarifications dûment documentées lui fournies à chacun de ces rapports par les instances gouvernementales compétentes. Tout d'abord, M. Mbelou, quelle lecture avez-vous de cette affaire Scott Campbell? C'est du bluff. C'est du bluff. Je ne dis pas que c'est du bluff parce que les Congolais et les Congolaises n'ont pas été tués. C'est du bluff parce que l'ONU travaille main dans la main avec ceux qui ont créé les seigneurs de la guerre qui tuent à partir de l'Ouganda, à partir de Kigali, à partir de l'Ituri, à partir de Kinshasa, à partir de Kananga, à partir de Lubumbashi. Donc, il y a une grosse part de responsabilité des pyromanes qui sont les commanditaires de la guerre de basse intensité menée contre le Congo depuis les années 90. Pour rappel, le dernier film, le documentaire publié par la BBC aujourd'hui, qui est pratiquement un secret de polichinelle parce que plusieurs compatriotes et amis expatriés, amis occidentaux, avaient déjà publié plusieurs textes sur ce que la BBC reprend dernièrement. D'ailleurs, dans un article publié par le site France Rwanda intitulé Kagame, le temps de l'abandonnisme, un article publié par Cécile Camille. Quand vous lisez cet article-là, vous vous rendez compte que la BBC avait déjà publié un autre documentaire en 2006 allant dans le même sens. Je disais donc que quand vous revisitez toute cette documentation sur la guerre de prédation et de basse intensité menée contre le Congo, vous ne pouvez pas vous en prendre uniquement aux seigneurs de la guerre qui orchestrent les massacres à partir de Kinshasa. Et vous savez que dans cette conférence que Kagame a dernièrement donnée au Parlement rwandais, il parle entre autres de la duplicité des partenaires. Les partenaires, ce sont leurs parents. Il dit entre autres ceci: ils vous caressent dans le sens du poil, vous chantent des louanges, et le lendemain, ils vous traitent de criminels. C'est ça le piège dans lequel les seigneurs de la guerre opérant à partir de Kinshasa sont tombés. Ils ont travaillé avec ceux qui ont orchestré la guerre de basse intensité contre le Congo. Ils ont accepté pendant longtemps que ceux-là les caressent dans le sens de leur poil. Mais depuis tout un temps, depuis déjà 2001, ce sont les mêmes qui les accusent de criminels, d'avoir organisé des réseaux de prédation. Vous prenez le rapport Kassem de 2001, vous prenez les rapports de l'ONU de 2002-2003, vous prenez le rapport Mapping de 2010, il y a là quelque chose de plus ou moins surréaliste, c'est que en marge de quelques 85 multinationales qui ont été citées dans l'un des rapports, je pense que c'est le rapport Kassem de 2001, on ne parle pas de Tony Blair, on ne parle pas de Bill Clinton, on ne parle que de Kagame, on ne parle que de Museveni, on ne parle que de Kabila, on ne parle que de Mende, on ne parle que de Onusumba, on ne parle que de le type là du CNDP, Nkunda, on ne parle que de Terminator,
Ntaganda. Mais les véritables commanditaires de la guerre restent tapis dans l'ombre. Alors là, nous tombons dans leur pratique habituelle. Ils vous utilisent, et comme Kagame le dit, après, ils vous présentent comme étant des criminels. Eux avancent leurs pions des organisations des droits de l'homme pour pouvoir vous destituer, vous déstabiliser et recréer les nouveaux groupes de nègres de service qui pourront dorénavant travailler avec eux. Mobutu a vécu cela hier, Kagame est en train de le vivre aujourd'hui, et je vous recommande vivement d'aller sur le site de France Rwanda et de voir la mine de Kagame quand il donne cette conférence au Parlement rwandais. Oui, il peut jouer du théâtre, mais là, je crois que ce n'est pas du théâtre. Il s'est rendu compte que, comme le dit Cécile Camille, que les carottes sont cuites. Il est tellement pourri que ceux qui estiment que les traîtres ne valent pas la peine d'être soutenus quand ils ont été pressés comme des citrons, Kagame sent que l'herbe, la terre est en train de se dérober sous ses pieds, et il crie. Bon, après lui, après Mobutu, à qui le tour demain? Ce sont là les véritables questions. Pas de nous dire, à Kinshasa, on a fait un énième rapport. Des rapports inutiles. Parce que... Très bien, oui. pour revenir à l'affaire en elle-même, hein, l'affaire de l'expulsion de Scott Campbell, Lambert Mende a notamment affirmé ceci. Au cours des évaluations avec le gouvernement, M. Campbell avait été maintes fois alerté sur le fait que ses services étaient instrumentalisés par les responsables de ces officines de la haine qui passent les plus clairs de leur temps à ruminer des plans machiavéliques de vengeance contre le président Joseph Kabila, coupable de les avoir défaits aux élections de 2011. Monsieur Mbelo, on a comme l'impression que le régime de Kinshasa semble démérer constamment dans sa communication du démenti systématique sur tout rapport sur les droits de l'homme publié à Kinshasa. Ce n'est pas, une politique de démenti. Mende lui-même, c'est un criminel de guerre. Est-ce que vous savez comment il est passé par le SED Goma? Donc, arrêtons à un certain moment de mettre des gants quand il faut parler des problèmes sérieux. Regardez ce que Mende a fait faire dernièrement à l'Odia. Mende a envoyé son petit frère et un groupe de au sein duquel son petit frère a opéré pour que ce groupe aille frapper les ecclésiastiques. Le prêtre qui en témoigne a eu tout ce que ces jeunes gens-là avaient pris comme siège sur son corps. Il y a des confrères, des prêtres qui témoignent que le confrère a eu la jambe brisée. Les Mende et les autres, ce sont des gens, des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité, utilisés par leurs parents, et les parents qui sont en train de les confondre aujourd'hui parce que ils n'ont jamais compris que leurs parents ont une politique. Ils procèdent de cette façon aussi. Quand ils vous ont caressé dans le sens de vos poils, quand ils vous ont sucé comme un citron, et qu'ils se rendent compte que leurs intérêts ont été suffisamment servis, et que vous ne représentez absolument rien pour votre opinion publique, ils vous lâchent. Et alors, Mende fait semblant de s'en prendre à ceux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont fait de ces prêtres-là, de ces religieuses. Ils ont appliqué ce qu'ils font toujours à Kinshasa et ailleurs. Qu'est-ce que ce prêtre qui obéissait aux ordres de sa hiérarchie avait à voir avec un groupe de jeunes barbares envoyés par Mende et les autres? Ils ont tapé dessus, ils ont violé les religieuses, ils ont cassé les maisons, les presbytères et les couvents. Pourquoi? Parce que pour cette bande de criminels, de psychopathes et de sociopathes,
il n'y a pas de limite au crime. Ils n'ont jamais été jugés. Ils n'ont jamais été condamnés. Depuis que la guerre de basse intensité bat son plein chez nous, où est-ce qu'ils ont été jugés? Donc aujourd'hui, ils sont en train d'être pris à leur propre piège, même si de temps en temps, eux avec leurs parents nous jouent du théâtre, et il fait semblant de pouvoir regretter. Il n'y a pas de gouvernement à Kinshasa. Et je ne vous le dirai jamais assez. Ce qu'il y a à Kinshasa, c'est un État raté. Et les caractéristiques d'un État raté, c'est entre autres ceci. Être incapable de protéger son propre peuple contre la violence et même orchestrer la violence contre son propre peuple. Et souvent, les États manqués, quand ils donnent extérieurement, formellement, l'aspect d'avoir des institutions qui valent la peine d'être prises en compte, souffrent d'un déficit éthique, moral, humain et démocratique criant. C'est ce que le Congo est en train de vivre aujourd'hui. Ce monsieur-là peut dire tout ce qu'il veut, c'est un seigneur de la guerre. Donc ce qui s'est passé dernièrement à Lodya n'a été qu'une face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire de la guerre de basse intensité à laquelle Mende et son foutu gouvernement de l'État raté du Congo-Kinshasa sont en train de participer. Lui, il s'est disqualifié pour le reste de sa vie de la scène politique congolaise. Et je me demande si sa progéniture ne sera pas elle aussi disqualifiée. Il a osé trop parce qu'il a cru que la politique, au lieu d'être au service de la cité, doit être au service de son nombril, de sa survie, à lui en tant qu'individu, avec les autres mangécrates de la Kabylie, mais il finira par payer. Mobutu a payé. Kagame est en train de pleurer maintenant, il va payer. Mais M. Mbello, pour revenir au cas Campbell, en arriver au point de l'expulser, est-ce que le gouvernement, le régime de Kabila se sent à ce point fort de tenir tête aux Nations Unies? Qu'ils s'expulsent mutuellement, ce n'est pas notre problème. Nous, je pense qu'en certains moments, nous devenons comme des nigauds, parce que nous nous laissons prendre à ce jeu-là. Ce sont les mêmes qui se répartissent les tâches. Et ce sont les mêmes qui s'expulsent. Et nous commençons à nous plaindre. Mais c'est de la folie, nous sommes des malades. Qu'ils s'expulsent mutuellement, ils sauront comment régler la chose après, parce qu'ils travaillent main dans la main pour l'implosion et la balkanisation du Congo. Et ce sont, à certains moments, des élites, pour ceux qui sont, pour les élites congolaises, des élites foncièrement compradores. Prenez les textes de choses de Kiakwama. Le premier texte qu'il a présenté après la présentation du budget au Parlement. Il vous montre que tout est fait pour le bonheur de l'extérieur. Tout le commerce est extraverti. Même les conducteurs des automobiles chez nous, quand il y a un projet qui est financé, viennent de l'extérieur. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ces élites compradors qui ont vendu leur cœur et leur âme à l'extérieur? Donc, ne nous soucions pas trop de la querelle entre l'ONU, les MEN. Ce sont les oiseaux du même plumage. Ils servent les mêmes intérêts. À un certain moment, ils sauront comment coaliser. C'est de ce jeu-là. C'est de ce jeu-là des acteurs du statu quo, des membres de la nomenclatura, que nous devons pouvoir sortir. Mais si nous ne le faisons pas, le Congo va être supprimé de la carte du monde. Ne nous laissons pas prendre à ce jeu-là des invectives des copains, des coquins. Ça ne va pas avancer la cause congolaise. Mais M. Mbello, qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude qui s'apparente à l'autisme politique dans la lecture des faits par le régime Kabila? Parce que mène des faits de multiples sorties et la lecture qu'eux ont des faits, elle est complètement, bon, vue d'ici, elle paraît totalement irréaliste.
Mais ce n'est pas de l'autisme, c'est du théâtre. Donc, ils orchestrent un théâtre, euh, auquel plusieurs compatriotes participent. Vous avez les membres des organisations pour le droit de l'homme. Et puis, je m'excuse, hein. Regardez comment les rapports des différentes organisations des droits de l'homme sont élaborés. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Nous recommandons. Pam, 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 pam. Et ces recommandations-là ne sont suivies d'aucun effet. Aucun. Si il y a quelque chose de positif à retenir dans ce théâtre-là, c'est que on peut garder ces rapports parce qu'on pourra s'en servir un jour. Mais pour les restes, ce sont des textes formulés de la même façon depuis X temps et qui n'ont jamais produit des résultats. Et c'est Florence Hartmann qui résume tout ce théâtre-là en une phrase en écrivant un livre intitulé Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Ah! Donc, relisons ces livres-là. Parce que nous avons toujours l'impression de croire que parce que Florence a publié ce livre, il y a maintenant plus de 5 ans, c'est un livre... Non, 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 non. Relisons ce livre-là, nous comprendrons mieux ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a Florence Hartmann qui a publié ce livre en 2007, je pense. Mais il y a eu après Pierre Péan qui a publié les guerres secrètes les guerres secrètes de grandes puissances en Afrique. En 2010, il y a Charles Onana qui a publié Europe, crimes et censure en République démocratique du Congo, et au Congo, les documents qui accusent, en 2012, si je ne m'abuse. Mais il y avait déjà Honoré Ngouanda qui avait publié Crimes organisés en Afrique centrale. Donc, tout ça, ça fait partie des crimes organisés. Alors, les criminels se répartissent les tâches. Vous en avez certains qui sont dans le bureau du ce que vous appelez, je ne sais comment là, parce que quand vous lisez Chasseurs de matières premières, vous retrouvez les enquêteurs de l'ONU parmi les agents, par exemple, américains. Donc c'est un flou entretenu pour berner les Congolais qui n'ont pas accès à une documentation sérieuse. Arrêtons avec ces jeux-là. Disons-nous que ce qui se passe, c'est une guerre de basse intensité orchestrée par l'État profond anglo-saxon. Et cette guerre se mène chez nous, se perpétue chez nous depuis les années 90. Elle a plusieurs faces. Elle revêt plusieurs faces à un certain moment donné. Et ce qu'elle vise aujourd'hui, c'est entre autres de pouvoir liquider ceux qui l'ont servi comme proxy et nègre des services, mais par ailleurs de pouvoir faire des véritables pyromanes, les pompiers qui pourront demain engager d'autres nègres de service. Très bien. Tout à l'heure, là, vous avez parlé des Kakwam, hein, qui a fait une interpellation du gouvernement au Parlement par rapport au budget qui a été présenté. Mais, M. Mbelou, bon, quoi qu'elle soit intéressante et pertinente, cette interpellation, mais on a comme l'impression que l'opposition en elle-même, elle doit chercher à gagner la confiance du peuple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour regagner cette confiance? Parce que, bon, tout ce qui semble se passer au Parlement, hein, on a l'impression, bon, pour les peuples, ça semble passer par-dessus la tête, puisque dans la vie de chaque jour, ça n'apporte aucun changement. Que faire pour gagner la confiance de la population? Donc, quand vous prenez les deux textes de Kiakwama, le premier qu'il a rédigé la présentation du budget, je vous rappelle que le gouvernement qui a présenté ce budget-là est un gouvernement qui est en train d'expédier les affaires courantes. Ça n'arrive pas dans un pays normal.
Donc, vous avez là la preuve que le Congo-Kinshasa est un État raté. Donc, le premier texte qu'il a présenté quand le budget a été défendu ou présenté au Parlement, et le deuxième, il a présenté dernièrement quand il y a eu une motion de défiance contre le ministre envoyé aux Finances, parce que le véritable ministre des Finances, c'est monsieur le Premier ministre en affaires courantes, Matata Mponyo. Mais qu'est-ce que le texte de Kiakwama révèle en profondeur? Un secret de polichinelle. C'est que la commission Lutundo l'avait déjà dit il y a quelques années. C'est que la commission Bakandeja avait déjà dit il y a quelques années. C'est que une association néerlandaise, NISA, qui a écrit un texte remarquable intitulé L'État contre le peuple, avait déjà dit depuis quelques années. Donc, Kiakwama vient nous dire, voilà, ce qui avait été dit depuis quelques années se vérifie au cœur des institutions bidons où nous servons. Alors, il appartient au peuple de pouvoir en tirer toutes les conséquences, même s'il n'a pas toujours accès à la véritable information. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Le peuple doit d'abord aller vers la bonne information, vers ces véritables fils et filles qui ont le souci de le voir sortir du bourbier où il est pris. Et là, en passant, je félicite quand même la tournée de M. Tshisekedi Tshilombo qui essaie, tant bien que mal, d'aller à la base pour pouvoir redynamiser son parti, qui est l'un des grands partis de ce pays-là, l'un des partis à avoir une représentation nationale. Et si nous avions 10 leaders politiques capables de mouiller leur chemise pour aller parler à nos populations à la base, et puis créer avec ces populations à la base un projet de société alternative, le Congo changerait rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Presque tous ceux qui estiment être les acteurs politiques parlent à partir de Kinshasa. Rares sont ceux qui s'allient avec leurs amis pour dire non, le Congo ce n'est pas Kinshasa. Allons à la base. Allons ou redynamisons nos partis à partir de la base, la société civile à partir de la base. C'est là que l'Église catholique est allouée parce qu'elle a une représentation qui est capable de se mobiliser à partir de la base. Et il ne suffit que nos évêques parlent, par exemple, à partir de Kinshasa ou de l'autre coin du Congo, et que les lettres puissent être envoyées, tout se redynamise à partir de la base. Le jour où nous aurons une grande coalition des partis politiques capables d'aller à la base, parler sans langue de bois avec nos populations sur les questions de l'heure, mobiliser ces populations, les aider à se mettre debout, travailler ensemble à un projet de société participative, le Congo va repartir. Un peuple debout, c'est mieux qu'une bombe atomique. Il n'y a que les peuples debout qui arrivent à vaincre même les grandes puissances. La Bolivie est en train de le prouver. Le Venezuela est en train de le prouver. Demain, le Brésil va le prouver. La Russie est en train de le prouver. La Chine l'a prouvé. Essayons de regarder vers tous ces exemples réussis et travaillons main dans la main avec nos populations pour qu'elles deviennent davantage des masses critiques capables de plaider elles-mêmes leur cause. Qu'elles deviennent les démiurges de leur propre destinée et le Congo sera debout. D'ailleurs, le Congo est déjà debout. Le Congo est déjà debout parce que Kagame commence à pleurnicher. Il commence à pleurnicher, lui qui avec les siens ont fait des Congolais des BMW. Ces BMW sont en train de se battre. Ils enterrent leurs morts, mais ils restent debout et fiers.
demain, ce pays-là va s'imposer au cœur de l'Afrique et entraînera ses 9 voisins pour qu'ensemble, ils constituent une Afrique panafricaine, forte, qui va essayer de peser dans l'échiquier mondial. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Étienne Ngandou, et à la semaine prochaine.